Ben voilà, donc bonjour à vous et merci d'être présent pour ce deuxième atelier sur le biorégionalisme qui aura comme sujet principal la présentation de 7 exemples qu'on espère inspirants pour pouvoir continuer à tirer des enseignements éventuels pour la région wallonne et ses territoires, comme on avait commencé à le faire la fois passée. Alors peut-être très rapidement vous rappeler qui était Ralab, même si tous les participants ont déjà participé à l'un ou l'autre de nos ateliers. Mais vous le savez, sans doute, c'est né dans la foulée du projet réseau alimentaire de l'arrondissement de Verviers, avec la volonté que cet arrondissement monte d'un niveau en termes de questionnement de développement territorial, avec la porte d'entrée de l'alimentation, mais monte d'un niveau en essayant d'apporter une approche basée sur la compréhension des systèmes complexes. Et donc, c'est un laboratoire de changement qui visait à féconder auprès des animateurs territoriaux une nouvelle manière de concevoir le territoire et donc une nouvelle culture qui induit une nouvelle posture en tant qu'acteur de la transition, pour reprendre un terme générique, même si on peut le mettre en débat. Et donc, un de ces objectifs, c'est évidemment viser une résilience qu'on appelle nous adaptative et transformative, hein, donc pas la résilience uniquement en résistance au choc, mais vraiment celle qui va transformer également le territoire, et avec des notions telles que la complexité, vous l'avez compris, puisque la pierre angulaire du travail, et là c'est Pierre qui est vraiment le spécialiste, mais c'est la compréhension des systèmes complexes. Et donc intégrer fatalement tout ce qui est l'incertitude et donc le nécessaire lâcher prise et la volonté de ne pas tout contrôler. Et alors, plutôt que de miser sur un consensus qu'on considère comme souvent étant mou et qui abaisse les ambitions de tout groupe humain, ben nous, on est plutôt en recherche de rendre fertile tout désaccord. Et donc, Terra Lab existe depuis 2021, 2022, pardon, et on en est à la troisième année d'action. Alors pourquoi cette année on souhaite s'intéresser au biorégionalisme? Peut-être juste rappeler que historiquement on est dans une démarche biorégionale en fait de façon assez, je dirais, automatique, mais on ne s'était jamais posé vraiment la question de comment concrétiser ce biorégionalisme en région wallonne. Et puis on se rend compte qu'en fait parmi toutes les approches qui existent, et elles sont nombreuses au niveau de la reterritorialisation, la relocalisation des territoires, ben, le biorégionalisme est une des seules approches à réellement partir d'une vision systémique du territoire et une volonté de comprendre le territoire au niveau de sa complexité. Hein, il y a le design régénératif qui fait également partie de cette approche systémique et la permaculture, mais finalement, slow cities, villes en transition, les ceintures alimentaires, etc., ont moins, de façon naturelle, ont moins cette approche que le biorégionalisme en question. On est de plus en plus convaincus, et vous allez le voir aujourd'hui, ça va être un des enseignements, je pense, les plus intéressants, que le biorégionalisme est un moyen de changer d'échelle. Donc, à chaque projet existant, on se rend compte que souvent, on est dans l'entre-soi et dans comment dire, on entretient les usuels suspects. Et on a du mal à sortir de ce cercle proche. Et donc, on pense que le biorégionalisme est un moyen, justement, en définissant un territoire d'action plus large, et d'aller toucher d'autres publics. Et lors du premier atelier, s'était posé alors la question, oui, mais donc plus d'ambition pour toucher plus de monde, comment finance-t-on ça? On a déjà du mal à financer nos propres projets. Si on doit encore monter d'un cran, ben, il y a le problème du financement qui vient vite nous heurter, et ça va être, dans les exemples que vous allez voir aujourd'hui, un des enseignements notamment également. Et troisième, enfin il y en a d'autres, hein, mais raison pour laquelle on s'y intéresse, c'est qu'on pense que le biorégionalisme, et là peut-être qu'on prend un peu, nous, le contre-pied d'une manière de voir le biorégionalisme, notamment en France, c'est une manière de transcender les paradigmes. C'est nous, on est très sensible à cette volonté d'éviter la dualisation et l'opposition entre ceux qui veulent résister à maintenir le monde d'avant et ceux qui veulent absolument faire naître le monde d'après. Nous, on pense qu'il faut vraiment être à l'interface et transcender les paradigmes et dans les leviers de transformation imaginés par Donella Meadows, qui est une des chantres de la compréhension des systèmes complexes. C'est sans doute un des leviers les plus importants. Et on en parlera tout à l'heure dans les exemples également, vous en verrez, qui transcendent les paradigmes. Et alors, une des raisons également, c'est qu'on se rend compte, et ça on ne le savait pas vraiment, qu'il y a énormément de choses qui bougent aujourd'hui au niveau du biorégionalisme, y compris en Europe,
pas du tout en Belgique pour l'instant. Le terme est très peu utilisé. J'avais montré lors du premier atelier un slide de simplement moteur Google, taper biorégionalisme Wallonie. À part Terra Lab et une conférence organisée par l'Université de Liège il y a 3 ans, ben, il n'y a rien qui existe citant le mot biorégionalisme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui existe comme dynamique qui soit proche du biorégionalisme, mais il n'y a rien qui s'approprie le terme et qui essaye de voir en quoi le biorégionalisme peut justement jouer un rôle pour monter en puissance. Et il y a notamment, il va être cité plusieurs fois au courant de la présentation, le Bioregional Weaving Labs qui est basé à Amsterdam, qui est un réseau d'acteurs qui est en train de grossir assez bien, qui a comme objectif de mobiliser 1 million d'acteurs pour transformer 1 million d'hectares sur la planète. Voilà, avec plein, plein, plein d'outils, plein de méthodes et plein de choses théorisées vraiment très intéressantes. Alors, on s'était posé la question en fin d'atelier de pourquoi faire en Wallonie. Et en fait, finalement, voilà quelques propositions qu'on avait soumises au groupe qui était présent. Et on se dit, il y en a un qui a répondu en disant, mais c'est un peu tout ça. C'est pas l'un ou l'autre, c'est tout ça à la fois. Alors évidemment, en fonction de son approche, il y avait Roselyne Lemaire de la bibliothèque de Malmedy qui disait, ben moi évidemment, j'ai échangé plusieurs fois avec elle. Tout ce qui concerne l'éducation sensible, ben moi ça me parle. Il y a des gens qui sont dans l'aménagement du territoire, ben eux, ils seront peut-être plus intéressés pour repenser la politique d'aménagement du territoire. Enfin voilà, il y a toute une série de choses qui peuvent être questionnées sur l'intérêt du biorégionalisme pour la Wallonie, et certaines qui sont évidemment peut-être un peu plus touchy en disant redonner plus d'autonomie de décision aux communautés locales, c'est évidemment contraire à la tendance actuelle qui veut tout centraliser. Alors, voilà, vous êtes présent, vous vivez dans un territoire, vous êtes peut-être acteur de développement de ce territoire. On aimerait que vous vous posiez la question qui va peut-être, dont la réponse va peut-être évoluer en cours de route, pour savoir, sur une échelle de 1 à 5, comment vous estimez que votre territoire ou votre projet s'inscrivent dans une démarche biorégionale pour ce que vous en connaissez aujourd'hui. Et en fonction de ça, quelles sont les raisons qui font que vous êtes à 1 ou vous êtes à 5? Donc vous gardez les réponses pour vous et on échangera en sous-groupe après la présentation qui se terminera d'ici une bonne heure. Alors, un petit rappel avant de commencer de l'actualité et des prochains événements que nous organisons jusqu'au mois de juin. Il y en aura d'autres qui s'intercaleront encore, mais ceux qui sont planifiés, les voici. Donc, le 22 avril, ce sera à Bénezet, près de Liège, où là, on va essayer de voir en quoi le biorégionalisme enfin, le lien qu'il y a entre biorégionalisme et développement régénératif. Et c'est Pierre qui va animer cet atelier, qui se fera en présentiel, puisqu'on fait énormément de choses en visio, mais celui-là se fera en présentiel. C'est gratuit, n'hésitez pas à vous inscrire. Et ce sera donc de 13 à 17 heures à Bénezet. Il y aura 2 jours plus tard une conférence à Verrières, de nouveau en présentiel, que je donnerai avec Ludovic Duhaime. Ludovic Duhaime, c'est un philosophe spécialisé dans tout ce qui est développement des territoires, mais sous l'angle écosocial et donc les changements euh, sociaux que peuvent apporter des dynamiques de développement des territoires et qui a écrit notamment un bouquin qui s'appelle Design des territoires, quels enseignements du biorégionalisme. Et donc Ludovic Duhaime sera là pour parler de son expérience. Et donc, on abordera aussi la notion de changement d'échelle des projets grâce au biorégionalisme et la posture que cela induit. À Liège, de nouveau en présentiel, donc je vous disais que beaucoup de choses se font en visio, mais les 3 prochains là, enfin les 3 que je vous présente seront en présentiel. À la menuiserie, là c'est le deuxième sujet que le TerraLab analyse un peu plus cette année, qui est l'exnovation. Et donc là, c'est l'exnovation adaptée aux modèles économiques de transition. Comme, qu'est-ce que ça induit comme questionnement, puisque quand on dit exnovation, on parle aussi de renoncement et un renoncement qui peut se faire à l'échelle d'une entreprise, mais évidemment qui doit s'envisager, c'est l'approche de TerraLab, à l'échelle des territoires, comment essayer de faire matcher les deux, avec des témoignages d'entrepreneurs et aussi la présentation d'une étude de la Chambre de commerce de Paris qui est très intéressante. Et donc ce sera à la menuiserie. Et alors pour terminer, toujours dans l'exnovation, même si évidemment on est proche de nouveau de l'approche biorégionale dans ce cas-ci,
c'est la transformation d'une station de ski dans le Jura qui a programmé la sortie du tout au ski en 2030. Et donc, il a fait un gros travail avec Olivier Erard, qui était directeur de la station à l'époque, un gros travail avec tout le collectif concerné par cette grosse remise en question qui est très difficile à vivre pour un territoire, de dire qu'est-ce qu'on va faire. Ben, en fait, ils n'ont pas ils n'ont pas de solution, mais ils ont mis en place un processus vachement intéressant, aussi basé sur la compréhension des systèmes complexes, très inspirant sur la manière de concevoir avec un collectif ben, une remise en question de ce qu'on fait aujourd'hui pour aller vers autre chose demain. Et ça, ce sera en vision. Voilà. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Donc, premier exemple on souhaitait vous montrer, c'est celui de la vallée de la Ligne en Ardèche, dans le sud de l'Ardèche, qui est un bassin versant de 11 communes et de 6 000 habitants. Donc, on est dans la majorité dans tous les projets que je vais vous présenter avec des densités de population qui n'ont rien à voir avec celles de la Belgique ni même de celles de la Wallonie, un département enfin une partie de l'Ardèche qui était basée sur ben, des cultures classiques, vignes, châtaigniers, mûriers pour faire l'élevage de verre à soie, mais aussi caractérisée par la présence d'une mine qui a fonctionné jusqu'en 1982, ce qui fait que ce bassin versant, contrairement au reste de l'Ardèche, n'a pas connu un exode rural dans le début du XXe siècle. Lui, c'est l'inverse. Et contrairement donc, à l'Ardèche qui s'est repeuplée dans les années 70 suite à mai 68 et qui a misé sur le tourisme de masse. Ici, on est dans un bassin versant qui est dans une situation un peu de marge, puisque la crise, ils l'ont vécu plus tard. Alors, il y a une perte de population, ils ont perdu plus de la moitié de la population depuis 1982. Et depuis qu'il y a eu création de la communauté de communes en 2017, mais il y a une question qui se pose. Est-ce qu'on copie ce qui se fait ailleurs en Ardèche ou est-ce qu'on mise sur notre situation de marge? Et c'est dans ce contexte là que, enfin, voilà quelques paysages pour un peu vous permettre de voir de quoi on parle. Alors, c'est toujours évidemment magnifique, un patrimoine naturel et bâti qui vaut la peine d'être vu. Euh, et c'est dans ce contexte-là que une école de Lyon, une école d'architecture, a imaginé amener des étudiants pendant 3 ans, avec des moments d'immersion de 6 semaines complètes sur place, pour questionner les pratiques des professionnels de l'aménagement du territoire et aborder un territoire de manière totalement différente de ce qui était fait jusqu'à un certain, enfin jusqu'alors, et aussi de déconstruire la notion de projet. En fait, ce qu'ils voulaient, c'est arrêter d'être dans une posture d'expert à qui on demande de solutionner un problème et qui arrive avec un délivrable, et puis le délivrable s'impose, et puis on passe à autre chose. Ici, on voulait sortir de cette subordination à une arrivée qui était fixée d'avance. Et donc, on prenait le territoire comme enfin, ils ont pris le territoire comme un partenaire actif des réflexions et on l'utilise souvent chez Terralab, ménager le territoire qui est un sujet avec lequel on travaille et non plus comme un support qu'on aménage au bénéfice des humains. Et donc, ils ont notamment travaillé avec ce qu'on appelle des cartes de communauté, qui avaient été développées par un Italien que j'ai cité l'autre fois, Alberto Magnaghi, pour justement prendre l'ensemble des patrimoines existants sur un territoire et pas que le patrimoine urbain ou bâti, puisque leur approche, c'est que le territoire est un commun culturel et écosystémique, c'est un système vivant qui doit être entretenu. Hein, et les fagnards qui seront présents ou ceux qui connaissent la fagne ben, reconnaîtront le projet live là, sur une des photos avec la tourbe. C'est la même chose en Ardèche avec les terrasses. Donc le patrimoine, c'est l'impact que l'homme peut avoir eu sur la spécificité du lieu. Et donc il faut travailler sur toutes ces dynamiques qui s'entrecroisent. Alors j'ai pris 3 exemples pour un peu exprimer la manière dont ils ont conçu leur approche, avec notamment la transformation d'un site minier, le fameux site de mine de plomb argentifère, qui était basé à l'Argentière, hein, qui est la commune principale de cette vallée, et qui est en fait la mine, un symbole évidemment de l'histoire industrielle et sociale relativement récente du territoire. Euh, Histoire sociale, et là, un petit clin d'œil à Verviers, parce que dans la mise en récit de Verviers, on s'était rendu compte évidemment que Verviers, il y avait eu grandeur et décadence en termes de richesse et de rayonnement, mais aussi grandeur et souvent un peu oublié de tout ce que ça avait provoqué comme solidarité ouvrière et qui avait débouché sur plein de choses, les allocations familiales, etc. Et donc il y avait cette histoire industrielle et sociale, et puis évidemment l'histoire écologique
puisque le territoire était marqué par une ressource du sous-sol qui, sans elle, ben, n'aurait jamais débouché sur l'existence d'une mine. Et donc, l'idée, c'était de dire, que fait-on de cette mine? Est-ce qu'on rase tout, puisque c'était vécu comme un traumatisme et c'était quelque chose, entre guillemets, de laid au cœur du village? Euh, Est-ce qu'on peut en faire devenir un élément d'identification collective positif? Et en fait, en creusant un peu la relation que les habitants avaient avec cette mine, ils remarquaient que les habitants, en fait, en réaction peut-être à ce que la mine incarnait aujourd'hui, avaient un besoin de mettre en valeur en fait le patrimoine bâti et ancien de l'Ardèche et donc remettre en lumière les savoir-faire locaux liés à la rénovation de l'habitat ancien. Et donc, l'aménagement qui a été prévu par ces étudiants est un aménagement qui a tenu compte de cette histoire longue de la mine, de l'histoire géologique, industrielle et sociale, et de cette volonté de mettre en avant ces savoir-faire liés à la rénovation de l'habitat. Et donc, ils sont prévus l'installation d'une école pour les compagnons, des locaux pour des artistes et des artisans, mais basés sur la rénovation du bâtiment, toute une série de bâtiments, puisqu'il y avait énormément de rencontres de gens de la vallée qui venaient, qui travaillaient à la mine, donc des lieux de rencontre, y compris pour manger en circuit court, et un centre d'interprétation écologique, de nouveau inscrit dans le temps long du territoire. Et donc tout ça avec une volonté de transformation du lieu de manière très sobre et très frugale. Donc un minimum d'intervention et d'apport extérieur. Un deuxième aspect qui a été soulevé lors de leur réflexion, c'est de remarquer qu'en fait la tour de la mine, ben, elle correspondait en fait à un patrimoine historique bien présent, que sont les tours des 6, 7, enfin ils sont 4 ou 5, pardon, châteaux de la vallée. Et donc en mettant de nouveau, en requestionnant l'histoire longue, ben, il y a eu une mise en réseau et une mise en lumière de la valeur patrimoniale de cette mine en lien avec les châteaux historiques qui sont dont plusieurs sont classés. Un deuxième projet que les étudiants ont analysé, c'est celui de la rivière de la Ligne qui traverse le village de l'Argentière, mais à 6 ou 7 mètres plus bas que le niveau des maisons, parce qu'en fait, cette rivière, elle était vécue comme un traumatisme potentiel, puisque souvent source d'inondations assez violentes, l'Ardèche étant un lieu très connu pour tout ce qui est épisode cévenol. Et donc, en fait, les gens, ils avaient complètement oublié quasi la présence de la rivière, qui ne se réveillait que de temps en temps lors des inondations. Et le lit de la rivière était complètement à l'abandon, semblait-il en tout cas. Parce le parcourant, les étudiants et leurs professeurs ont remarqué qu'en fait, il y avait une série de gens, mais de façon presque oubliée de la plupart des villageois, qui s'y promenaient quand même encore régulièrement. Alors parfois, c'était des amoureux qui voulaient avoir la paix, mais des gens s'y retrouvaient aussi pour avoir un peu la paix ou un peu se vider la tête. Et ils se sont dit, c'est quand même dommage d'avoir cette traversée de l'Argentière qui est complètement oubliée. Changeons le regard qu'on lui porte et valorisons-la comme une ressource à part entière. Et ils ont donc proposé de nouveau avec un minimum d'intervention, puisque la transition sur le lit se faisait sur des rochers plats et une canalisation en béton qui collectait les eaux usées, que finalement, avec très peu de frais, ils pouvaient transformer cette rivière en une espèce de parc, entre guillemets, pour les citadins. Donc, ils ont vraiment capté le potentiel que cette rivière et ces berges pouvaient apporter au cœur du village. Alors, troisième exemple, et c'est le dernier pour cette vallée ardéchoise, c'est questionner l'impact des changements climatiques sur les hameaux de la vallée, et notamment celui de Méjeanne, puisque là, on est de plus en plus en Ardèche. Il y a eu une grosse sécheresse ici pendant 2 ans d'affilée, suivi de gros épisodes de Cévenol, donc c'est souvent des extrêmes qui sont vécus. Et donc, questionnement sur comment construire du neuf là-dedans. Ben, inspirons-nous de la manière dont les anciens avaient construit leur maison. Et là, ils se sont rendus compte qu'en fait, il y avait ce qui existe en termes de bâti qui est figé, mais il y a surtout ce qui existe en termes de compétences, d'usage, de par les citoyens. En rencontrant des citoyens du hameau de Méjeanne, ils se sont rendus compte qu'il y avait un savoir-faire sur la manière d'utiliser la circulation de l'air, chaud ou froid en fonction des saisons. Et que donc, il y avait aussi revaloriser tout ce que les citoyens pouvaient apporter comme élément pour envisager les constructions du futur.
Et donc voilà quelques enseignements de cette approche des urbanistes et des aménageurs de territoire. Donc là, on est clairement, évidemment, sur un biais que je trouve intéressant pour commencer, puisque quand on parle de territoire, mais on questionne directement ceux qui ont un impact direct en tant que porteurs de projets mandatés pour. Mais c'est l'abandon de la posture d'expert et la volonté de travailler avec le territoire. Et donc, pas du sachant qui dit, moi, voilà ce que je vais faire, mais qu'est-ce que le territoire me raconte? Et en fonction de ça, ben, qu'est-ce qu'on peut peut-être proposer? Un territoire dans lequel on aborde aussi les tensions entre les différentes composantes, patrimoniales, l'aspect humain, l'aspect des non-humains, etc. Donc, cette approche systémique. Tout ce qui concerne l'histoire longue et le patrimoine oublié qu'on remet en valeur, qu'on rend visible et dont on essaye de révéler le potentiel, mais le potentiel en fonction de ce que le lieu raconte. Et donc ça, c'est très important. Hein. Donc le site minier, je pense, est assez intéressant à ce niveau-là, par rapport aux besoins que les citoyens avaient de remettre en valeur la valorisation donc, du bâti ancien. Et évidemment, tout ce qui est les savoirs ancestraux, souvent mis de côté, oubliés, parce que quand on a fait 50 du NIF, ben, on sait mieux que ceux qui vivent là depuis des siècles, enfin, de génération en génération. Là, je vous emmène en Colombie, donc un peu de couleurs différentes et d'ambiances différentes, avec le projet de Barichara. Alors, Barichara, c'est un petit village, une des plus belles communes de Colombie, dans laquelle s'est installé un Américain qui s'appelle Joe Brewer, je le citerai après, qui est persuadé que la Terre est malade, mais qu'il y a moyen de connecter toute une série de personnes qui vont la soigner et rendre de nouveau la planète vivante et verte. Alors voilà, pour les images de Barichara, c'est le nord-est de la Colombie. Les FARC étaient bien présents, donc c'était une zone violente, alors que Barichara signifie lieu de repos et de connexion profonde. 7000 habitants sur une énorme surface, donc on est de nouveau dans clairement une densité de population qui n'a rien à voir avec ce qu'on connaît en Belgique, avec des paysages impressionnants qui provoquent un tourisme qui grandit, mais on est dans une situation de forêt tropicale sèche dont 98% ont disparu. Et donc, c'est un des gros enjeux, c'est d'éviter la désertification, d'autant plus que la rivière Barichara est en très très mauvais état. Elle a été complètement oubliée des gens et elle est en train de s'assécher également. Et donc, la volonté de cet Américain qui vient de la région de Cascadia, qui est une des régions emblématiques du biorégionalisme dans l'Est canadien et américain, j'en ai parlé lors du premier atelier, Joe Brewer a décidé de s'installer là et de restaurer le territoire en utilisant, lui, des processus régénératifs tels qu'on les abordera le 22 avril. Et donc, son premier objectif, c'était de créer une fondation pour connecter l'ensemble des acteurs existants et les soutenir dans leur collaboration. Parce que comme très souvent, et on l'entend tout le temps, les acteurs, ils sont très nombreux en général pour essayer d'imaginer, de faire les choses autrement, mais ils sont chacun dans leur silo et dans leur sphère, et ils connectent, même dans les silos, dans les sphères, ils collaborent déjà assez peu. Mais alors, fatalement, quand on sort des différentes fonctions du territoire, ben, on collabore encore moins. Donc, premier objectif, connecter les acteurs entre eux à travers cette fondation et réfléchir à des modes alternatifs de financement, et notamment à essayer de capter des fonds de ceux qui essayent de diminuer leur impact carbone en faisant des compensations et en investissant dans des choses dont ils ne savaient pas très bien ce qu'on faisait de leur argent. Et ici, il veut incarner des projets de façon beaucoup plus réelle et proposer, et il parvient à capter des sommes qui sont loin d'être négligeables auprès de ce genre de public et d'entreprise. Et donc, avec ces deux fonds, il a financé toute une série de projets. Le premier fonds, qui est pour celui de l'éducation génératrice, il a d'abord créé une école qu'il a appelée le rêve de la forêt, Sueños del Bosque, qui est un centre basé évidemment essentiellement sur les enfants, pour apprendre aux enfants qu'ils ont la capacité d'agir sur leur territoire et de répondre aux défis que la communauté rencontre au quotidien, avec toute une exploration aussi assez profonde, à la fois des arts, mais également de la culture artisanale et des savoirs anciens, notamment au niveau des plantes médicinales, et une adaptation complète du calendrier scolaire à la vie de la communauté. Donc l'école est complètement connectée à ce que la communauté fait au quotidien. Il a réuni, pour parler de financement, 110 000 € la première année
pour créer l'école et il vient de réunir 150 000 euros la seconde pour amplifier le projet. Donc on se dit, ben, purée, il y a moyen de trouver des solutions quand on est un peu créatif. Toujours dans ce volet d'éducation régénératrice et dans cette volonté de connecter les acteurs à travers l'approche paysagère, il a essayé d'ouvrir les horizons des différents acteurs qui en général étaient très sur leur nombril et sur leur lieu de vie. Et donc, il y a eu tout un apprentissage de la lecture des paysages pour connecter les acteurs entre eux. Troisième volet de cet aspect, je veux dire, d'éducation, là, c'est beaucoup plus dans une volonté d'échanger, de partenariat, de rencontres entre les autochtones et les scientifiques, et de connecter Barichara à d'autres biorégions, avec toujours cette approche de la Terre nous enseigne, ben, laissons-nous faire. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Moi qui viens des États-Unis, près de Vancouver, près de Portland, ben, fatalement, j'y connais rien à Barichara. Je me laisse imprégner, ben, tous ceux qui viennent chez eux, c'est le même objectif, c'est la terre vous enseigne, laissez-vous faire. Via le fonds de régénération de la rivière et des bassins versants, je vous ai dit que Barichara était une rivière en très mauvais état. Et en fait, les gens étaient très peu conscients du tissage des différents cours d'eau entre eux et de ce que ça provoquait comme dynamique au niveau du vivant. Et donc, ils se sont dit, on va tisser les eaux et les bassins versants pour tisser les liens entre les habitants qui dépendent de ces eaux. Et donc, ils ont mis en place un peu l'équivalent de ce qu'on a en Belgique, les contrats de rivière, qui étaient totalement inexistants là-bas, une gouvernance participative autour de ces bassins versants et des eaux, mais également, de nouveau, à partir des enfants, énormément d'actions de restauration de la rivière avec les enfants pour montrer l'impact qu'ils peuvent avoir à leur petite échelle. Et donc, miser sur l'éducation est un de leurs leviers principaux, et donc, de nouveau, sur l'éducation dans la durée, quoi. Euh, un autre projet qu'ils ont pu concrétiser avec ce deuxième fonds, c'est l'achat d'un terrain qui était complètement désert pour en faire une réserve. Mobiliser aussi des dizaines de personnes qui sont venues d'un peu partout pour transformer cette réserve, enfin la replanter et lui redonner vie. Et aujourd'hui, récolter des ressources supplémentaires pour sa régénération. Et là, ça a été c'est le levier que Joe Brewer identifie comme étant majeur, c'est la mise en récit de cette région qui était traumatisante parce que c'était vraiment un lieu qui était symbolique pour les locaux. Et donc la mise en récit de ce lieu pour faire des acteurs locaux des guérisseurs de l'écosystème. Régénérer aussi la vie sociale et économique. Donc de nouveau, là, tisser des liens et remettre en valeur des savoirs locaux et des ressources qui étaient souvent oubliées, avec bon, l'équivalent parfois simplement de systèmes d'échanges locaux, mais aussi pour contrer un peu la tendance de la jeunesse qui s'en va et qui n'est intéressée que par évidemment tout ce qui est nouvelle technologie et qui oublie un peu ce qui fait que la société est résiliente, enfin leur communauté est résiliente sur base de toute une série de savoirs qui étaient encore présents tout en essayant malgré tout d'imaginer de nouveaux modèles économiques permettant aux artisans locaux de développer leur activité. Voilà, il y a encore toute une série d'autres projets comme un bioparc Montcora ou basé sur l'agriculture syntropique qui ont toujours comme gros axe d'action l'apprentissage et la mise en réseau des acteurs. C'est franchement vachement intéressant. Je vous invite à aller voir sur leur site internet. Et donc les enseignements de Barichara, que d'autres projets donneront également, ben, c'est notamment être innovant, créatif pour trouver des sources de financement. Je crois qu'ils ont fait la preuve que c'est possible. Intégrer tout de suite un mouvement international pour s'enrichir les uns les autres et ne pas être tout seul dans son coin et puis se rendre compte qu'on pédale dans la choucroute. Tisser les humains, je trouvais l'image très jolie en tissant la nature. Donc la nature nous apprend à les tisser, tout est en toile au niveau nature. Ben, réapprenons de la nature pour tisser les humains, mixer les générations, les compétences. Vous avez vu que dans leur volet éducatif, il y avait une volonté de faire venir des scientifiques et de les confronter au savoir des autochtones. Mettre en réseau puissance 3 ou puissance 10, je crois que ça c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et la présence des nouveaux récits. D'ailleurs, Joe Brewer est sur une mobilisation d'acteurs à travers le monde, bon, principalement anglo-saxons, pour mettre en place une stratégie narrative à l'échelle mondiale
pour soutenir la régénération de la terre. Preuve que ces gens qui sont axés sur le bio-régionalisme, ils sont tout sauf fermés sur eux-mêmes. Et donc c'est une des critiques qu'on entend souvent avec le bio-régionalisme, égale sous-localisme et repli sur soi. Ici, on est exactement dans la preuve du contraire, et vous allez voir que c'est comme ça tout au long des exemples qui vont suivre. Suivant, ce sera le comté de Waterford en Irlande. De nouveau, un territoire peu peuplé, avec quand même une ville de plusieurs dizaines de milliers d'habitants qui a donné son nom au comté et qui est la ville la plus ancienne de l'Irlande, donc beaucoup de patrimoine historique. C'est un pays également celte, mais caractérisé par un taux de chômage près de 2 fois supérieur au reste de l'Irlande, et donc tout ce qui peut en suivre en termes de désœuvrement humain, et aussi marqué par une agriculture et une aquaculture. Là, c'est le pays du saumon, intensive, et donc des impacts en termes de l'environnement très néfaste. Les autres ressources économiques qu'on peut citer, ben, il y a le whisky notamment, et alors le cristal de Waterford qui était très connu et qui a marqué aussi un passé industriel assez fort dans cette commune. Et donc là, il y a un projet qui est porté par un collectif de gens qui avaient comme approche d'essayer de construire des systèmes alimentaires résilients pour le comté, mais qui très vite s'est rendu compte que, en faisant un peu le mapping des acteurs, ben, ils risquaient de rester dans l'entre-soi et dans les gens qui sont déjà convaincus, et que ça allait être difficile d'en sortir. Et donc, ils ont eu comme approche dès le départ, pour changer d'échelle, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, d'intégrer le fameux Bioregional Weaving Labs, pour intégrer donc un réseau international et bénéficier de l'effet d'expérience de ce réseau et toucher à d'autres dynamiques qu'uniquement les systèmes alimentaires. Avec de nouveau un mantra, je trouve assez sympa. Nous voulons un monde où tout est connecté. Et donc connexion, 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 c'est la base des systèmes complexes. Des pierres au cœur de l'être humain. Il y a une vidéo que je ne vais pas montrer aujourd'hui pour ne pas prendre trop de temps, mais que je vous conseille, de 3 minutes, où ils ont traduit leur manifeste en 3 minutes sur comment ils conçoivent le système alimentaire. Et écoutez cette vidéo, je mettrai le lien dans... Pierre, je te propose de mettre le lien peut-être dans le chat, comme ça vous pourrez le copier, où vous comprenez tout de suite qu'ils sont bien au-delà d'une approche assez classique d'un système alimentaire, et qui sont clairement dans une approche totalement systémique. Et donc, c'était en fait une plateforme, un laboratoire, un hub si vous voulez, qui est un centre d'apprentissage biorégional, qui est une ONG réunie dans ce fameux collectif, et qui a comme objectif de mobiliser 64 000 acteurs, donc plus de la moitié de la population du comté, hein, pour régénérer 64 000 hectares de terre et de mer. Une chose importante peut-être à dire, c'est que la porte d'entrée du Bioregional Weaving Lab, c'est justement les paysages, puisque les paysages sont totalement transversaux et toute action humaine a un impact sur les paysages. Et donc ici, en passant dans ce collectif du Bioregional Weaving Lab, le système alimentaire s'est tout de suite mis à un échelon supérieur en termes de transversalité, qui est celui de l'impact qu'on peut avoir sur les paysages en question, d'où régénérer 64 000 hectares de terre, mais pas uniquement de façon en lien avec la production alimentaire. Et donc une démarche intéressante qu'ils approchent, et ils ne sont pas les seuls, c'est celle qui est basée sur les 4 retours ou les 4 rendements écosystémiques qui sont notamment proposés par le Bioregional Living Labs. Alors il y a les 3 retours classiques, le retour social, naturel et financier, mais il y en a un autre que je trouve vachement intéressant, c'est le retour basé, enfin, qui cherche à inspirer les gens et à redonner de l'espoir et de la croyance que les choses peuvent changer. Et donc, tout ce qu'ils font, ils vont essayer de les évaluer sur ces 4 tours, et notamment sur en quoi sommes-nous inspirants pour provoquer un changement systémique et des écosystèmes et des communautés pour qu'elles deviennent prospères. Et donc, ça, c'est un travail qu'ils ont fait en plusieurs réunions avec toute une série de gens, dont pas mal d'agriculteurs, avec 2 types de questions. En quoi je crois et qu'est-ce que je sais, et qu'est-ce que je souhaite pour le futur. Donc, il y avait une espèce de petit exercice de prospective basé sur ces 4 retours qui ont débouché sur ce fameux manifeste que je vous invite à aller écouter. Et donc, ils ont toute une série de projets, je ne vais pas tous vous les montrer, mais au niveau de la résilience alimentaire, évidemment, il y en a toute une série. Ben, il y a la problématique du foncier et d'essayer de répondre aux besoins des agriculteurs aujourd'hui, mais qui sont proches de la pension, et aux besoins de ceux qui voudraient
devenir agriculteur demain, et donc toute la problématique de la transition foncière saine et fructueuse, en lien aussi avec cette volonté de transformer le territoire très intensif en quelque chose de beaucoup plus résilient et bio. Et donc là, c'est la démarche qui se tourne autour de la nourriture vraiment résiliente et la volonté de rendre accessible notamment le lait bio à tous, la création de micro-fermes, donc ils sont en train de mettre un modèle pour que les grosses fermes soient reprises par plusieurs acteurs, ça se fait ailleurs, hein, en Belgique, etc. Donc là, il y a rien de vraiment bien nouveau. Un autre projet que je trouvais quand même néanmoins intéressant, c'est développer l'empathie alimentaire, toujours évalué par les 4 R, hein, et vous voyez là les 4 R inspirés, l'aspect naturel avec l'activité qui est pro-environnement, évidemment, quand on cultive ses légumes soi-même. Augmenter le capital social avec des jardins communautaires, etc. Ben, fatalement, et puis il y a ceux qui connaissent le jardinage et ceux qui ne le connaissent pas. Donc ils ont mis en lien plein d'acteurs qui ont décidé de commencer à produire pour eux-mêmes avec un aspect financier, puisqu'ils se sont rendus compte que ça apportait 400 euros d'économie par an, sachant qu'en Irlande, je ne parle pas du comté, en Irlande, il y a 135 producteurs de fruits et légumes, hein. Donc c'est très très peu, et donc il y a un réel enjeu que les gens commencent à produire un peu plus, parce que l'Irlande est complètement déficitaire et importe énormément de légumes depuis toujours. Et alors, il y a l'autre volonté aussi, c'est d'éviter un dépeuplement des hautes terres, hein, basées dans le nord du comté, et réfléchir à comment aménager des terres qui sont très peu productives, évidemment, et qui sont plutôt désertées, comment trouver des moyens, des initiatives qui sont à la fois viables et robustes, via des soutiens financiers diversifiés pour amener des jeunes à s'intéresser, à revivre dans ces territoires. Et alors, les agriculteurs actuels, les mettre en lien avec les écoles du futur et donc un peu de nouvelles technologies aussi en termes de gestion peut-être différente du territoire, mais tout ça mixé avec de nouveau les savoirs ancestraux. Et ils misent notamment sur un projet récent qui est l'Aronia, qui est une baie locale qui a énormément de vertus diverses et variées et qui commence à faire un tabac. Voilà. Donc évidemment, quand il y a une success story, ça facilite la mise en récit pour la suite. Et donc, toute une série d'autres projets, libérer le capital social en misant sur l'expérience et les savoirs des plus de 65 ans, des projets d'éducation et de collaboration entre scientifiques et artistes à travers un géoparc. Et donc, là où ils ont travaillé sur les deux volets de ces quatre, ils appellent ça les quatre pertes si on ne fait rien, et qu'est-ce qu'on gagne si on change. Et donc là, ils ont travaillé pour sensibiliser à le business as usual, si on ne change rien, ben voilà tout ce qu'on perd aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on pourrait gagner si on changeait la gestion de ce territoire qui est à la fois marin et terrestre. Et alors, de nouveau, créer des communautés d'acteurs de changement, notamment au niveau là, des endroits plus habités, de tout ce qui est corridor écologique. Et donc, je retire deux enseignements principaux, moi, sur ce comté-là. C'est la volonté de chercher le changement d'échelle dès le départ. Donc, on ne reste pas sur l'animation d'un territoire, sur l'aspect production alimentaire, même si on cherche sa résilience, on cherche à connecter dès le départ beaucoup plus et on ne fait pas d'opposition entre ancien et nouveau monde. On essaie de connecter avec ces nouvelles technologies qui arrivent dans les hautes terres et le savoir des anciens, les écoles du futur donc, et les agriculteurs traditionnels. Ben, on essaye d'associer plutôt que d'opposer et on se dit que c'est comme ça qu'on est dans un rapport gagnant. Deuxième territoire du côté de nos voisins anglo-saxons. Ici, on est dans la région de Tayside en Écosse, donc dans le centre de l'Écosse, avec la ville de Dundee qui fait 400 000 habitants. Le comté de Tayside, j'ai oublié de le mettre, mais c'est un peu moins d'1 million d'habitants pour une surface qui est un peu moins du quart de la Belgique. Donc ça vous situe évidemment de nouveau au niveau densité de la population. Une région qui est voilà, qui ne vit pas mal en soi, même si elle subit évidemment, comme tout le monde, des aléas climatiques et régulièrement des débordements, des inondations. L'Écosse est évidemment un territoire fort arrosé également, mais la démarche là a été portée par des citoyens
plutôt en âge de terminer leur carrière, qui avaient des profils variés et qui s'étaient intéressés à l'approche biorégionale en disant il faut absolument qu'on renforce la résilience communautaire et le biorégionalisme est sans doute une approche intéressante. Dès le départ, eux aussi, se sont, venant d'horizons différents, ont continué leur relation avec d'autres dynamiques anglo-saxonnes, pas uniquement anglaises, et donc sont restés connectés à d'autres acteurs, donc dans cette volonté d'ouverture et non pas de repli sur soi. Avec quand même une ambition assez importante, puisque le but du jeu, c'est de démanteler les systèmes qui minent systématiquement la société et la nature, et mettre en avant des valeurs telles que la compassion, qui sont peu présentes dans le monde dominant d'aujourd'hui. Et donc, ils ont quand même cette approche qui est assez radicale malgré tout. Et donc, ils ont été très rapides, puisqu'ils ont commencé en 2021 un espèce de diagnostic de leur territoire. Qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui émerge, va dans un sens du biorégionalisme, tout en essayant de s'approprier un maximum aussi le biorégionalisme et de voir ce qu'il pouvait apporter comme piste pour régénérer le territoire. En 2022, ils se sont dit, ben voilà, on va commencer on voit toute une série de nouvelles opportunités pour les porteurs de projets existants et aussi toute une série de choses qui n'existent pas et qu'on pense intéressantes à mettre en place. Donc, ils ont conçu des projets pour pouvoir les produire par après. Et depuis lors, donc tout ça, je vais vous en présenter, est lancé. Et dans la foulée, leur objectif était de créer cette communauté apprenante et communauté de pratique, en partageant un maximum les idées et tout ce qui existe comme modèle un peu différent de la transition, mais également de mettre en commun toutes les ressources acquises pour qu'elles soient appropriées par le territoire et éventuellement discutées et remodelées selon la culture locale. Donc là, on parle bien de l'approche biorégionale. Et donc voilà leurs grands objectifs. Je les liste tous. Donc faire un saut, donc quelque part, ils ont une réelle volonté de passer un cap rapidement en changeant fondamentalement les valeurs avec le système naturel, et ça c'est évidemment l'approche biorégionale qui est au centre du jeu. De nouveau, pas d'opposition entre l'urbain et le rural, donc comme pour le territoire précédent, on est dans une volonté de, oui, de transcender les paradigmes. Le potentiel humain et la réalité locale, ben, fatalement, construisent un territoire et l'un ne va pas sans l'autre. L'humain a développé ce qu'il a développé à Tayside parce que c'est Tayside et il ne l'aurait pas fait de la même manière ailleurs. Et donc, raconter dès lors une nouvelle histoire du territoire de Tayside par rapport à tout ce qu'ils ont compris de ce qui s'y racontait. Et donc voilà une série de projets que eux ont décidé de mettre en place parce qu'ils n'étaient pas réellement présents jusqu'à présent. Donc il y a de nouveau la volonté de transformer le système alimentaire. Et je vais faire le focus sur trois d'entre eux, puisqu'on parle parfois de tourisme régénératif et les gens se disent, mais attends, de quoi parle-t-on? Ben, eux, quand ils disent qu'on développe un tourisme régénératif, c'est à travers un musée qui n'a pas de mur, puisque le musée, il existe à l'état naturel, et que ce musée, nous, la première chose qu'on souhaite, ben, c'est qu'on le visite sans utilisation de la voiture individuelle. Parce que l'objectif, c'est clairement de laisser les choses en meilleur état. Et donc, leur territoire a été construit pour durer. Ils ont fait une vidéo sur le sujet. Et ils sont aussi très fortement inscrits dans le temps long. Parce qu'ils disent Tayside est ce qu'il est, parce que, il a été construit géologiquement et puis tout ce qu'il y a eu par après d'une manière qui est unique. Et ils ont notamment, c'est un des exemples d'événements qu'ils ont créés, c'est un cheminement dans l'histoire longue de ce territoire, avec toute une série de plaquettes qui permettent aux gens de comprendre comment il a évolué, de montrer que c'est en évolution constante, évidemment, et d'autant plus avec l'apparition de l'homme et puis proposer toute une série d'animations qui amènent les randonneurs à d'abord s'approprier le territoire et son archéologie physiquement en le traversant, et puis avec des activités, souvent aussi de nouveau avec les enfants, d'essayer de connecter, notamment à travers le tissu, puisqu'il y avait beaucoup de moutons sur place, d'ancrer la manière dont le territoire a évolué en faisant travailler les personnes à des travaux très manuels qui étaient par exemple reconstruire le lit de la rivière Ériche en donnant
à 3 enfants ou à 5 enfants, enfin peu importe au nombre de personnes qui sont là, des périodes différentes du lit de la rivière et en faisant comparer, lorsque les enfants suivaient le lit de la rivière en cousant des fils de couleurs différentes, en leur montrant qu'en fait le résultat n'était pas le même puisque la rivière avait évolué au cours du temps. Et la même chose pour les voies de mobilité, etc. Et donc il y a vraiment cette volonté d'ancrer et de montrer l'évolution du territoire et de la culture sur le temps long. Un autre projet un peu différent, c'est celui de faire développer les sciences participatives et communautaires, et donc associer ce que les citoyens savent et ce qu'ils souhaitent pour leur communauté à des scientifiques qui sont trop souvent déconnectés des réalités locales, et donc raconter des territoires, des histoires qui peuvent régénérer ces territoires avec le concours de la communauté scientifique et installer une gouvernance qui est mixte, aussi bien, donc pas une gouvernance dictée par les experts, enfin si, par les experts, mais les experts d'usage et les experts sortis des écoles, ils sont tous sur le même niveau. Et alors, je vous ai parlé tout à l'heure en entrée de jeu, la problématique du financement, ben, c'est un des exemples également de projets. Alors, c'est peut-être, et on en discutait avec Pierre encore hier, une culture très anglo-saxonne qui est beaucoup moins présente chez nous, mais ils ont cette conviction qu'il y a moyen de concevoir des financements assez élevés en voyant autrement la possibilité d'aller capter des fonds. Et donc, ils sont dans une démarche très construite pour essayer de mettre en place des financements mixtes. Et ils arrivent à des résultats assez impressionnants. D'ailleurs, la preuve, c'est que cette structure qui réunit quand même une douzaine de personnes, alors elles ne travaillent pas toutes à 100%, mais enfin, ils sont très actifs en 3 ans, ben, c'est qu'ils ont quand même capté les fonds là où ils pouvaient. Et donc, vous voyez qu'ils font l'inventaire du potentiel de financement existant dans une réelle volonté de créer un nouvel écosystème financier pour éviter de se faire récupérer par le système existant. Mais là, je vais venir sur les enseignements après, j'aurais dû mettre cette dia-ci juste avant, en se connectant notamment à un organisme qui s'appelle Biofi Project, qui est de nouveau un organisme essentiellement anglo-saxon, qui a comme objectif de soutenir les biorégions pour concevoir, créer, capitaliser et faire évoluer des mécanismes de financement biorégionaux en marge du système de financement actuel, hein. Donc c'est quelque chose qui veut être totalement faire système dans le système. Alors c'est un gros challenge. Ils en sont à réunir toute une série d'acteurs pour essayer de connecter tout ça. C'est en cours de travail, mais franchement, en quelques mois, ils ont fait déjà un boulot assez incroyable. Et donc les enseignements de ce quatrième territoire, ben, de nouveau, on travaille sur la mise en réseau, fatalement, sur le mix des profils et des compétences, hein. Je vous ai parlé des sciences participatives, là. Le changement des valeurs de la communauté. Ben, si on veut un monde différent, fatalement, ça se base sur des valeurs différentes. De nouveau, transcender les paradigmes. On n'oppose pas, comme ça se fait notamment dans le bio-originalisme français en grande partie, c'est d'être convaincu que les villes vont disparaître et doivent disparaître et que donc le bio-originalisme ne peut être que rural. Eux sont convaincus que les villes ont leur place, bien évidemment. Les nouveaux récits de nouveau, et alors ce fameux oser réinventer la finance, qui est peut-être quelque chose de beaucoup plus ambitieux et qui paraît inaccessible, et pourtant, eux comme les autres confirment que c'est possible. Cinquième territoire, on revient sur un territoire hispanophone, à savoir un territoire de l'Andalousie en Espagne. Donc, comme vous voyez, 200 000 habitants pour un tiers de la surface de la Belgique à peu près. Donc, c'est un territoire quasi désertique, alors avec une activité agricole présente malgré tout, mais des conditions climatiques assez extrêmes. Un territoire qui est donc assez isolé puisqu'il n'est pas connecté à la mer et donc très peu de tourisme pour l'instant et qui vit un dépeuplement massif. Et donc, la volonté de l'association qui porte ce projet de biorégionalisme, c'est de transformer le désert en un territoire régénérateur où agriculture et nature sont en parfait équilibre. Donc, c'est repenser évidemment un développement agricole de fond avec un repeuplement majeur du désert en question. C'est une ONG qui date depuis plus de 10 ans.
qui est composé quand même pour plus de la moitié de 280 agriculteurs. Donc, ils comprennent l'enjeu. Donc, ils parviennent à capter encore l'intérêt des agriculteurs présents et à conserver un tissu agricole encore fort présent sur un territoire qui, évidemment, a un gros enjeu. Et ils ont intégré en 2021, eux aussi, le fameux Bioregional Weaving Lab. Et donc, quelques projets de ce territoire un peu différents pour chaque fois montrer un peu la diversité. Ben, ils ont dès le départ, eux, de nouveau, dans cette volonté de ne pas opposer, ben, c'est unir agriculture, gastronomie, culture et tourisme avec un objectif, c'est de devenir la première destination touristique régénératrice d'Europe. Et donc, c'est un tourisme diffus, basé sur une expérience qui allie une agriculture complètement repensée pour être en lien avec les réalités du territoire et fatalement biologique, et des qualités gastronomiques avec des aliments qui sont très typiques du coin, toujours avec cette grille d'analyse de leur projet qui est celle des 4 R dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, en quoi sommes-nous inspirants pour donner envie à d'autres de faire la même chose? Quel est notre impact au niveau nature, au niveau social? Et comment permettons aux porteurs de projets d'avoir un retour financier et d'être le plus vite possible indépendants de structures de financement externes. Ils ont aussi la volonté de travailler sur le temps long et les arts, puisqu'ils se sont inspirés d'une grotte préhistorique et notamment d'une figurine qui est très emblématique du coin pour faire des restaurations paysagères et économiques avec des plantes médicinales d'un lieu là, mais il y en a plusieurs, qui redessinent cette figure. Et donc là, connecter un projet qui a une vocation économique de valorisation de savoirs anciens avec les plantes médicinales à quelque chose qui a marqué le territoire il y a plus de 10 000 ans. Et alors aussi, avec les paysages sonores, c'est apprendre à écouter pour construire un monde meilleur. Un désert a des bruits qu'un paysage redevenu vivant, même on n'y a rien construit, je veux dire, en termes d'habitat, n'aura pas. Et donc, il y a une évolution des bruits au fur et à mesure qu'on restaure un territoire. Et donc, ils ont pris le pari d'enregistrer et de faire écouter aux gens ce que, souvent un sens qu'on oublie un petit peu, ce qu'un territoire peut apporter comme message. Et c'est une manière aussi de recultiver l'espoir en passant de bruit de vent et de blizzard au chant des oiseaux, hein, par exemple. Et donc, faire renaître le désert est quelque chose de possible, c'était un de leurs objectifs. Et donc, ils se sont tellement imprégnés de l'intérêt d'utiliser les fameux 4 retours qu'ils en ont fait une certification locale. C'est-à-dire qu'ils veulent mettre en réseau tous les acteurs du territoire à travers leur impact sur la contribution qu'ils ont sur la restauration du paysage, sur la durabilité économique en lien avec la durabilité environnementale, évidemment, des projets qui sont menés, qui permettent d'améliorer le capital social et donc d'inverser la tendance de cette désertification. Alors on est évidemment essentiellement sur des projets de production alimentaire, mais pas que puisqu'il y a notamment le hôtel-restaurant Posada del Candil, qui est labellisé et qui est loin de faire du greenwashing, qui est réellement imprégné d'une démarche profonde. À droite, vous avez deux petites vidéos qui montrent leur trajet, enfin, ils vous expliquent leur parcours qui est basé sur des valeurs fortes telles que nous n'avons qu'une seule planète et donc ce que nous devons faire, ben, c'est en lien avec tout ce que cela induit. Et puis tout ce qui est aussi lié à la gestion saine de la maison en termes d'énergie et de circuits courts, hein. Ils sont labellisés, enfin ils ont provoqué un label qui s'appelle Restaurant Kilomètre Zéro. Donc eux, leur choix, c'est toujours réduire au maximum la distance des aliments qu'ils proposent. Ils investissent un pourcentage de leur chiffre d'affaires pour lutter contre la faim en Espagne, mais pas que. Et puis, ils ont plein d'actions dans le soutien du tourisme régional qui est régénérateur sur base du design régénératif et de tout ce qui est préservation de l'environnement, du patrimoine, qu'il soit naturel ou urbain. Donc ici, l'enseignement de ce territoire, ben, c'est un projet qui se construit avec des balises claires et qu'ils essayent de diffuser à l'ensemble des parties prenantes du territoire avec lesquelles ils collaborent, donc les fameux 4 R. Donc c'est une vision évidemment ambitieuse, passer
d'un désert où la vie est quand même très, très compliquée, puisque c'est grande chaleur en hiver et c'est de la neige en hiver, pardon, grande chaleur en été et de la neige en hiver avec souvent beaucoup de vent, qu'ils parviennent à commencer à repeupler, et notamment aussi tout ce travail sur l'art, la culture locale et l'histoire profonde pour redonner de la fierté et de l'espoir aux gens. Alors, dans les derniers projets, je vous présente deux Français, la BioVallée et puis un projet beaucoup plus récent. Et puis j'aurai fini la présentation. Alors, la BioVallée est, je pense, assez bien connue et très souvent citée comme un territoire exemplaire de transition réussie. Et pourtant, la BioVallée est un territoire qui n'utilise pas le terme biorégion. C'est assez particulier, vous verrez que le suivant non plus en France. Donc la Biovallée, c'est 91 communes, 56 000 habitants. C'est surtout une grosse proportion d'agriculture et de bio, 45%, donc c'est deux fois plus que le reste de la France. 11% des actifs en termes d'agriculture, là on est à 2 ou 3% dans les restes des territoires, c'est énorme. C'est 1000 associations. Donc on dit qu'en Belgique, le tissu associatif est élevé. Mais là, en fait, on est 50% plus élevé que la moyenne wallonne. Et c'est aussi un grand nombre d'acteurs dans l'économie sociale et solidaire. C'est un territoire qui se caractérise par la résistance qu'il a opposée pendant la guerre, la présence du protestantisme, et qui est surtout caractérisé par son accueil. Ce qui fait qu'il y a eu énormément de néo-dromois dans la foulée de mai 68 qui se sont installés et qui ont été moteurs du développement de la biovallée. Alors attention, ça donne l'impression d'un territoire idyllique. C'est loin d'être homogène et il y a évidemment une résistance à tout ce qui se fait, malgré tout. Néanmoins, il y a énormément de résultats qui valent la peine d'être montrés. Alors voilà des photos du coin. Vous connaissez sans doute un peu la région. C'est évidemment une région assez magnifique. Et une phrase qui est utilisée que j'aime assez bien, c'est les marginaux d'il y a 20 ans, voire 30, sont devenus les références du territoire d'aujourd'hui. Donc, ce sont les fameux néodromois qui ont construit l'image de la biovallée aujourd'hui, mais en intégration avec des acteurs locaux qui ont totalement joué le jeu, hein. Donc, ce ne sont pas que les néos qui font la biovallée. Et donc l'origine du projet, c'était réagir à la pollution de la rivière Drôme et connecter l'ensemble des communes qui jusque-là étaient très, très en concurrence, donc de Die à Cré, hein, qui sont à l'est de Valence. Il y avait beaucoup de concurrence entre ces communes et ce sont des citoyens qui ont voulu créer une communauté territoriale autour de ce projet de revalorisation de la Drôme et qui ont très vite eu un relais politique d'élus qui ont compris qu'il y avait moyen là de faire un projet de territoire qui dépassait la réalité des communes. Et donc il y a une gouvernance multi-acteurs qui s'est mise très vite en place. Et en 20 ans, la Drôme est devenue une des rivières les plus sauvages d'Europe. Donc il y a quand même un pari qui a été relevé. Depuis lors, il y a eu la création de la biovallée et l'utilisation du terme biovallée, qui veut dire la vallée du vivant, et pas la vallée du bio en termes d'agriculture bio, je vais y revenir d'ailleurs. La création de la marque BioVallée, donc là aussi une labellisation, et puis une association BioVallée qui concrétise cette gouvernance multi-acteurs qui s'est créée en 2012. Ils ont eu aussi, eux, la chance, mais ils ont fait ce qu'il fallait pour, de capter 15 millions, près de 16 millions d'euros de subventions entre 2009 et 2027. Donc évidemment, ils ont eu des moyens pour leur politique. Alors, au départ, des objectifs très classiques qu'on voit un peu partout sur nos territoires, mais qui sont challengés parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que la BioVallée, c'était un projet qui n'existe, enfin, il n'y avait aucune identité autour de ce terme biovallée et que tout était à construire, hein, d'où le terme utilisé par un de ses fondateurs, la biovallée, elle n'existe pas, elle est devant nous, tout est à faire. Et c'est depuis quelques années que le fameux bios, qui veut dire vivant, revient un peu dans la réflexion que mène la biovallée. Et donc là, on est totalement en lien, évidemment, avec le biorégionalisme, puisqu'il y a tout un questionnement qui se fait sur comment habiter le territoire en précaution, ce que au départ, les gens n'avaient pas nécessairement comme préoccupation, mais également d'accepter d'être habité par le territoire. De nouveau, qu'est-ce que le territoire me raconte et qu'est-ce qui m'impose de faire si je l'écoute. Et donc, un espèce de pacte écologique qui est au cœur du projet de la Biovallée et qui amène les acteurs à se dire, ben, il faut évidemment prendre en compte ce que les autres humains ont comme les autres vivants et non humains
ont comme besoin et il faut faire, nos actions doivent tenir compte de leurs besoins en question. Et donc, c'est réellement transformer sa relation au monde. Et évidemment, il y a deux, enfin, en tout cas des acteurs nouveaux qui est arrivé, ben, qui est le loup, qui évidemment est loin de- d'harmoniser les réactions des Dromois, hein. Il y a vraiment beaucoup d'opposition. Néanmoins, le loup qui était jusqu'il y a peu indésirable pour beaucoup a été reconnu il y a 2 ans comme étant le meilleur chasseur de l'année et des agriculteurs reconnaissent que grâce au loup, ils ont moins de dégâts dans leur culture. Donc il commence à y avoir un changement de mentalité. Pas tout le monde loin de là, il y a des lobbies anti-loups qui sont très présents en Drôme aussi. Néanmoins, voilà, un, un nouvel arrivant auquel on s'est adapté et qui finalement apporte un bénéfice. Et puis, je vais y revenir tout à l'heure, une famille de castors qui a permis à une ferme drômoise ben, de se développer et de gagner de l'argent. Vous avez peut-être vu aussi dans la presse le gouvernement tchèque qui se rend compte que les castors sont des ingénieurs incroyables et font économiser plusieurs millions d'euros à l'État tchèque, hein. Donc c'est quelque chose de tout à fait réaliste. Et donc dans la volonté de transformer leur relation au monde, ils ont aussi créé une école de pratique et de la nature et des savoirs, essentiellement à destination des enfants, qui veut favoriser évidemment la reconnexion au vivant, mais aussi en s'inspirant de sagesse venue d'ailleurs avec la venue 2 fois d'affilée, enfin en 2019 et en 2023, d'Indiens Kogi, parce qu'en fait il se fait qu'en Biovallée vit Éric Julien, qui est un géographe qui a dont la vie d'ailleurs a été sauvée par les Kogi et qui a rencontré ces Indiens qui ont une connexion à leur milieu là-bas en Colombie telle qu'ils ont des connaissances et des capacités de lire un territoire assez incroyable. Et il les a fait venir en Biovallée. Ils ont même été, ils ont fait tout le lit du Rhône depuis la Suisse jusqu'à son embouchure dans la Méditerranée où ils ont raconté ce qu'ils sentaient du territoire. Et ces Kogi viennent régulièrement dans cette école de la nature et des savoirs, soit pour enfin, animer les enfants, mais également pour provoquer des rencontres avec des scientifiques du coin. Et donc, il y a cette ouverture aux sagesses venues d'ailleurs. Il y a eu aussi tout un travail porté par notamment le Territory Lab sur comment s'inspirer du vivant pour accélérer les transitions du territoire, et donc basé là sur la place des non-humains et sur le biomimétisme. Un travail vachement intéressant que vous pouvez voir sur le site du Territory Lab également. Et donc, c'est toute une série d'acteurs aussi qui ont tout de suite, enfin très vite, compris l'importance de s'ouvrir à des concepts un peu plus larges et aussi au territoire voisin, avec notamment Samuel Bonvoisin et la structure Permalab, qui, au départ de la Drôme, ont réfléchi à comment cultiver l'eau et ont mis en place toute une démarche maintenant qui rayonne. Et Samuel Bonvoisin est venu en Belgique il n'y a pas si longtemps sur comment mettre en place une hydrologie régénérative et comment apprendre à cultiver l'eau. Mais ce sont des Drômois donc, qui ont évidemment impulsé une dynamique au niveau de la biovallée. Et la fameuse ferme dont je vous parlais avec le castor, ben, c'est le GAEC de Montaluc qui est un GAEC à 1200 mètres d'altitude qui date de 1984, donc c'est pas nouveau, mais qui très vite a voulu s'inspirer du vivant pour apprendre à travailler avec à mettre en scène, parce qu'il y avait des membres du GAEC qui avait un passé de comédien, et donc mettre en scène ce qu'il faisait, donc mettre en récit à travers les arts de la scène, et qui est aussi un des fondateurs de cette biovallée, en se disant, il ne faut pas qu'on fasse ça entre nous, nous devons rayonner, nous ouvrir à l'extérieur et connecter avec d'autres acteurs. Et donc, c'est un des exemples d'un acteur économique qui a très vite compris l'importance de changer d'échelle et de monter d'un niveau. Et aujourd'hui, la BioVallée, ben, c'est de nouveau une association, enfin c'est toujours une association hyper dynamique avec tout un volet entreprise. Il faut savoir que les entreprises qui font partie de l'association, quand elles cotisent, la moitié de leur cotisation finance des projets qui ne leur reviennent pas directement. Donc ce sont des projets liés à la dynamique d'écologie industrielle et du territoire au bénéfice de la collectivité. Donc ce sont des sociétés qui sont conscientes qu'un territoire qui vit bien, ce sont des entreprises qui vivent bien, donc qui n'ont pas directement un retour, et donc elles financent une personne, je pense que c'est une ennemie aujourd'hui, qui ne travaille qu'à ça, c'est à développer le territoire et pas à développer comme un club d'entreprise classique,
la dynamique entrepreneuriale au bénéfice des seules entreprises. Et ces entreprises, avec des associations et des collectivités, aujourd'hui, ce sera un projet qui engage, alors, avec des subventions évidemment, mais il y a des fonds propres hein, pour pratiquement 20 millions d'euros, 53 millions donc, d'euros au total pour engager de nouveau la vitesse, enfin enclencher une vitesse encore supérieure sur la transition de ce territoire drômois, qui n'utilise pas, donc comme je vous l'ai dit, le terme de biorégion, mais qui a quand même beaucoup de paramètres qui y ressemblent. Et donc ici, j'aime bien cette histoire de marge. Ce sont les marginaux d'il y a 20 ans qui ont fait ce que nous sommes aujourd'hui et la référence que nous sommes. Donc, oser miser sur la marge. Et là, c'est un petit clin d'œil à une phrase qu'on aime bien de Jean-François Caron qui dit n'oubliez pas qu'innover, tout le monde parle d'innovation, mais innover, c'est d'abord se mettre à la marge et oser désobéir. Eh ben, c'est un peu ça. Diversifier les financements, on en a déjà parlé. S'ouvrir à l'autre. Ici, il y a très clairement l'intégration des nouveaux arrivants. Donc, il y a eu un accueil favorable, là où ce n'est pas toujours le cas en milieu rural, hein. Mais également s'ouvrir à l'autre et aux sagesses venues d'ailleurs. Donc, s'inspirer de sagesses venues, en l'occurrence, des Indiens Kogi. Le changement d'échelle et la mise en scène et le récit. J'y reviens pas non plus, j'en ai suffisamment parlé. Et voilà, plus que deux dias pour le dernier des projets, qui est tout nouveau en termes de biorégionalisme, et qui est en fait le projet qui démarre sur base d'un atelier d'architecture qui s'appelle Territoire Pionnier, qui depuis 12 13 ans mène une action qu'ils ont baptisée finalement Nous sommes Orne, donc autour du bassin versant de l'Orne pour irriguer les imaginaires. Et donc, même si ce sont des architectes, ils ont un peu la posture que les étudiants de l'Ardèche ont eu, c'est-à-dire faire des balades de curiosité et dire qu'est-ce que le territoire me raconte, malgré notre formation d'architecte. Ben, qu'est-ce qu'il nous raconte? Donc, ils ont d'abord fait ça entre eux, puis ils ont commencé à le faire de façon très régulière avec les habitants du bassin versant en question pour alors développer toute une série de choses de sensibilisation comme un kit d'animation. Ici, vous avez une des plaquettes Nous sommes hommes pour amener les gens à repenser leur manière d'habiter. C'est peut-être un peu ce que Didier disait au départ de la réunion quand il s'est présenté. Repenser sa manière d'habiter, donc réhabiter le territoire. Et donc ça, c'est existant depuis 12 ans. Et tout d'un coup, cette dynamique est rejointe par 6 associations, donc des acteurs économiques, qui sont regroupés dans un pôle de coopération de ce qu'on appelle du bocage ornais, qui ont décidé, ici, il y a 15 jours, d'intégrer le fameux Bioregional Weaving Labs, parce que j'ai eu un de leurs responsables, ils considéraient que même si eux aussi, ils n'utilisent pas le terme biorégion, donc c'est assez particulier. Donc ils intègrent le terme bioregional Weaving Labs, mais ils n'utilisent pas ce terme comme l'atelier d'architecture et comme les biovallées. Parce qu'ils disent, utiliser ce terme, c'est perdre des gens en cours de route. Néanmoins, on s'inscrit totalement dans l'approche biorégionale et on veut intégrer tout de suite un réseau d'acteurs européens pour apprendre, pour aller chercher des concepts et des choses qui ont été théorisées, parce que le Bioregional Weaving Labs fait énormément d'allers-retours entre action, théorisation, théorisation, action, etc. Et donc ils disent ils ont un grand savoir-faire là-dedans, et aussi pour tout ce qui est soutien financier, mais également à comment être créatif dans des recherches de financement élargies qu'on n'aurait pas pensé jusqu'ici. Donc eux, c'est les raisons pour lesquelles ils ont intégré ce Bioregional Weaving Labs, qui reste très ouvert pour accompagner des territoires, pourquoi pas en Wallonie. Donc c'était un des messages qu'on voulait faire passer. Voilà, voilà. Donc une bonne heure pour vous présenter tout ça.